Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA Ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui avec Jérôme Colombin à l'EPSA, qui est journaliste spécialisé technologie, avec une carrière avec de multiples supports et médias, et notamment un aujourd'hui qui m'a beaucoup servi à préparer. C'est mondenumérique.info, on en parlera inévitablement. Et comme vous avez un regard sur quelques décennies d'innovation, on va faire des allers-retours. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment votre ancrage, c'est-à-dire aussi du côté utilisateur. Alors, je commence avec un peu des questions métiers, parce que comme on a un journaliste devant nous, j'en profite, notamment quant à ces questions d'innovation. Quelles sont, selon vous, les vraies différences qu'il y a entre votre travail à la radio? Je vous ai beaucoup écouté, comme tous les gens qui sont ici autour de nous, sur France Info. Je vous ai vu aussi sur 01 TV. C'est quoi les vraies différences? C'est le temps, c'est le corps, c'est quoi? Je vais vous faire une réponse générale et une réponse plus personnelle. La réponse générale, c'est que si on met les trois médias, radio, télé, presse écrite, enfin écrit, on va dire, grosso modo, en termes d'informations véhiculées, on sait que c'est à l'écrit qu'on fait passer le plus d'informations, peut-être à la télé qu'on en fait passer le moins, sans vouloir vexer mes camarades de télévision, et la radio, c'est un excellent juste milieu, en fait. Et puis, là-dessus, il y a autre chose qui vient se greffer, c'est notamment au niveau audiovisuel, c'est l'aspect subjectif, empathique, c'est-à-dire l'empathie qu'on peut déclencher auprès des gens. Et on le sait, hein, l'image, c'est ce qui déclenche le plus d'empathie, et l'écrit, c'est ce qui va en déclencher le moins. Et là encore, la radio est exactement au milieu. C'est un excellent juste milieu. Donc finalement, si on fait trois courbes comme ça, on voit que la radio, c'est vraiment le bon compromis, on va dire. C'est ça que j'aime bien. Après, moi, à titre personnel, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les médias audiovisuels, que ce soit radio ou audio seul, on va dire, ou audio et vidéo. J'aime aussi pas mal l'écrit. Et c'est différent dans la mesure où, oui, on va donc peut-être dire plus de choses à l'audio, tout simplement. Donc on va pouvoir plus écrire, on va pouvoir faire passer plus d'informations. Et encore une fois, à l'image, il va falloir de l'image pour illustrer, il faudra que ce soit plus dynamique. On peut difficilement s'étendre pendant des heures, enfin, sauf exception certaines émissions. Et après, dans mon cas encore plus particulier, ce qui fait la différence aussi, c'est que c'est pas exactement je parle pas tout à fait des mêmes choses, même si c'est de la tech, mais sur France Info, c'était très grand public, très accessible. Enfin, j'essayais d'être très accessible à un public assez généraliste. Et sur 01 TV, on s'adresse beaucoup plus à des gens qui sont très versés dans la technologie, fans de tech. Et donc, on va être plus produit, on va être plus les mains dans le cambouis, voilà. C'est un peu ça, à mon sens, les différences. Et merci de le rappeler, vous connaissez aussi l'écrit, les publications textuelles, notamment avec des livres, des ouvrages réguliers, dont un, je crois, qui a fait pas mal de bruit, qui était « Faut-il quitter les réseaux sociaux ?» avec une question, évidemment, avec un petit peu d'ironie derrière tout ça. Alors, moi j'en profite aussi, parce que j'ai l'habitude d'avoir des gens à qui se posent des questions. Pour une fois que j'ai aussi quelqu'un qui a l'habitude encore plus que moi de poser des questions, comment vous préparez un sujet ou un entretien? Moi, je vous ai dit, j'ai écouté tous les podcasts pour mieux vous connaître. Je suis impressionné. Comment vous préparez un sujet ou un entretien, vous? Quelles sont les règles pour connaître le sujet, la personne? On ne peut jamais tout savoir, ni d'une personne, ni d'un sujet. Non, difficile. Déjà, il faut savoir de quoi on va parler, c'est-à-dire qu'il faut définir un angle d'approche. On ne va pas parler de tout avec tout le monde. Même si le podcast casse un peu la logique et les contraintes qu'on peut avoir à la radio, à France Info. Moi, il fallait que ce soit l'actu. Il fallait rentrer directement dans le vif du sujet. Ce que j'adore dans les podcasts que je fais aujourd'hui, c'est que ce sont plus des rencontres, on parle de choses un peu plus générales, et puis on va évoquer éventuellement des sujets d'actualité. Moi, je les prépare. C'est là, je vais dire, où on a la chance d'être vieux et de labourer un terrain depuis longtemps. C'est que je n'ai pas à redécouvrir à chaque fois les fondements et aller me plonger dans des dossiers très compliqués, parce que grosso modo, je maîtrise toutes les problématiques liées aux technologies. Et donc, pour préparer un entretien, c'est assez rapide finalement, c'est-à-dire que je collecte les dernières informations concernant le sujet que je veux traiter, la personne, qui elle est, ce qu'elle a pu dire avant, etc. Et puis je note tout ça avec une espèce de logique qu'évidemment, à l'arrivée, on ne suit jamais, puisque la magie de la conversation fait qu'on part dans un sens, dans un autre, etc. Moi, je note plus pour ne pas oublier des choses importantes que pour suivre un schéma, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une interview comme un train, où on pose les questions les unes derrière les autres sans écouter les réponses finalement. Voilà, mais je pense que ce n'est pas très original, ma façon de faire. Il y a beaucoup de journalistes qui font ça, quoi.
Alors, je vais quand même suivre mon fil, mais je ne m'interdirai pas d'ajouter, supprimer. Alors, évidemment, on va parler d'audio, puisque c'est vrai qu'on connaît surtout votre voix. Hein. Et c'est vrai qu'avec l'Internet, à un moment donné, il y a eu, avec la bande passante qui s'est augmentée, une espèce de réémergence de la vidéo. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une grosse réémergence du son, de l'audio, y compris avec les enceintes connectées qu'on évoquera. La voix, ça a beaucoup d'impact aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi, j'imagine que quittant France Info, une maison dans laquelle vous avez passé pas mal de temps, vous avez monté votre podcast qui est en pleine expansion. Ça, c'est intéressant aussi. Nous, à un moment donné, on nous avait dit pourquoi vous ne faites pas aussi en podcast ce que vous avez en vidéo. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est quelle est la différence entre le podcast et la radio. Peut-être la durée, peut-être le public. Et puis, ça m'intéresse aussi, question que vous avez posée récemment à quelqu'un qui a un gros podcast qui marche très très bien sur le do-it-yourself, je crois. Mathieu Stéphanie. Voilà, ouais. Et dont vous donniez ou lui donnait son chiffre d'affaires annuel, qui était quand même un peu impressionnant pour le média d'une personne. Hein. Donc, c'est quoi aussi le modèle économique qu'il y a? Comment on peut faire pour tenir un podcast comme le vôtre? Alors, pour l'instant, pour être très clair, mon podcast, je le considère comme étant encore au stade du galop d'essai, ou en tout cas de la construction d'audience. Parce que, bon, qu'est-ce qui peut être monétisé? C'est l'audience. Ensuite, de quelle manière? Soit en faisant payer un podcast, ce qui est assez rare, soit en faisant un appel à des fonds, le crowdfunding, ce qui se fait aussi, ce n'est pas vraiment la voie vers laquelle j'ai l'intention d'aller, soit tout simplement ce qui est le système le plus vieux de la radio, qui est le sponsoring, la publicité, avec différentes manières de faire. Mais pour ça, il faut être bankable, et pour être bankable, il faut avoir de l'audience. Donc l'audience, ça se construit. Un média, il faut du temps pour faire de l'audience. J'ai un peu d'expérience dans ce domaine parce qu'avec mon camarade François Sorel, avant de faire 01 TV, nous avions créé il y a très longtemps, vers 2008 je crois, ce qui était finalement qu'une chaîne YouTube consacrée à la tech, il y en avait très peu, et on faisait aussi du podcast, et on avait réussi à monétiser tout ça, voilà, avec nos petits bras, et on trouvait des sponsors. Donc je sais que c'est possible, il y a une équation pour ça, parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment intéresser les annonceurs, c'est-à-dire qu'un podcast ne fera jamais l'audience massive d'une radio, mais un podcast s'adresse à une audience très ciblée. Quand vous avez quelqu'un qui clique pour écouter un de vos épisodes, mais c'est magique, ça a une valeur inestimable, ça a beaucoup plus de valeur que 100 personnes qui vous écoutent distraitement dans la salle de bain. Donc, moi, je suis encore avec mon numérique en phase de construction d'audience. Ça se passe plutôt bien parce que, tout simplement, chaque épisode fait plus d'audience que les épisodes précédents. Mais je ne suis pas encore à mes objectifs, je n'ai pas peur de le dire. Et à ce moment-là, quand j'y serai, j'essaierai de monétiser. Après, il y a d'autres choses, si vous voulez, qui sont liées à le monde magique de la communication, qui est qu'un podcast, ça vous permet aussi d'avoir une vitrine, et puis après de faire différentes choses à droite à gauche, voilà, différentes prestations, sans rentrer dans les détails, mais c'est ça aussi, ça sert aussi à ça en fait. Alors, je ne vous vexerai pas si je vous qualifiais d'un peu geek, et ce, depuis longtemps. Ah non, j'en suis très fier. Bah oui, vous êtes arrivé avec une voiture électrique, ce qui d'ailleurs m'impressionne, c'est votre capacité à rentrer dans le sujet tout de suite, à peine sortie de voiture. Vous avez la montre connectée, je sais que je vous ai déjà entendu en parler, peut-être on y reviendra. Alors, je voulais évoquer aussi l'innovation. Moi, j'ai l'impression que des fois, elle est un peu par vague. C'est comme s'il y avait des moments dans l'histoire de ces quelques décennies, il y a eu des moments, je dirais peut-être le milieu des années 2000, avec le web qui devient social, une économie qui se construit, des réseaux sociaux par exemple. Peut-être qu'il y a des moments où on a l'impression que ça ralentit, puis hop, il y a quelque chose qui relance, comme les cryptos, comme les métavers, qu'on évoquera sans doute. J'ai l'impression que c'est aussi un peu par vague, et il y a des gens parfois qui nous disent « Waouh, ça va ralentir », et je ne vois pas trop ce ralentissement de l'innovation. Je pense que c'est par palier. Effectivement, ça accélère, puis ça s'arrête, puis ça repart, etc. Il y a eu plein de phases super intéressantes depuis, on va dire, depuis 94-95, parce que moi, je mets le début vraiment à 94-95, c'est-à-dire l'arrivée d'Internet en France, et c'est l'époque où les gens ont commencé à acheter des ordinateurs pour les installer dans leur salon, pour faire travailler leurs enfants dessus, pour regarder des CD-ROM ludo-éducatifs, comme on disait. Je pense que ça, c'est vraiment le début où on a commencé à utiliser l'ordinateur pour écouter de la musique.
et à ne plus considérer que la chaîne Hi-Fi était le seul outil pour le faire, etc. Regarder des vidéos en 160 $. Alors, pour les vidéos, c'était pas franchement la plus belle époque, c'est sûr. Et d'ailleurs, il y a eu des ratages à cause de ça, parce qu'il y avait des gens qui voulaient créer des web TV, mais la technologie ne le permettait pas en réalité. Alors que l'idée était bonne, le modèle était bon. Et après, il y a une chose qui est classique dans l'innovation, c'est que vous avez deux types d'innovation, et dans tous les domaines. Vous avez l'innovation, ce qu'on appelle, on va appeler ça l'innovation disruptive, donc qui casse tout, c'est l'iPhone. Hein, l'iPhone vraiment nous a fait basculer dans un autre univers, la mobilité, la facilité d'utilisation. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des innovations incrémentales. C'est-à-dire des petites choses comme ça, tac, 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 qui viennent s'ajouter. Et c'est important aussi, parce que votre iPhone d'aujourd'hui, il ne ressemble pas du tout à votre iPhone d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans. Il sait faire plein de choses vraiment utiles, super intéressantes, utilisées par encore plus de monde, mais c'est moins spectaculaire que ce qui s'est passé lorsque le iPhone, The iPhone a été lancé. Et c'est vrai qu'après, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu, vous l'avez dit, il y a eu la phase de l'informatique multimédia, le CD-ROM. On l'oublie, mais le CD-ROM, c'est très important. Hein, ça a tout déclenché. Ensuite, il y a eu Internet. Ensuite, il y a eu effectivement le virage vers le mobile. Et là, c'est amusant parce qu'on voit que des gens comme Microsoft n'ont pas su prendre ce virage. Ils croyaient qu'un téléphone mobile, c'était un ordinateur en tout petit et qu'il fallait faire un Windows avec un tout petit bouton démarrer, avec des tout petits menus. Et il fallait piquer comme ça, cliquer en s'arrachant les yeux avec un stylet. Et c'est là où iPhone a tout cassé. Et puis ainsi de suite. Donc, je pense que oui, l'innovation n'a pas... comment dire ? Peut-être qu'elle marque le pas aujourd'hui, mais en fait, il y a toujours des choses qui se passent. Après, il y a aussi plein d'erreurs. Hein. La grande folie des objets connectés, on est parti dans du n'importe quoi. Oui. Moi, je repensais il y a 2 jours, j'avais interviewé une start-up française qui voulait lancer une ceinture connectée qui se détendait automatiquement quand on avait trop mangé. Et je me dis, mais quand je pense que je sais même plus, je crois que j'avais dû diffuser cette interview. Je dis, mais enfin, c'est une fumisterie, quoi. Oui. Je pense que j'avais pris quand même un peu de recul, mais peut-être pas assez, en fait. Mais d'ailleurs, j'imagine aussi que faire l'état au quotidien, comme vous le faites depuis longtemps, de l'innovation technologique, c'est aussi accepter de se tromper régulièrement. Ah oui, bien sûr. Notamment avec les ceintures. Notamment avec les ceintures. Non, alors, et puis, me demandez pas ce qui va se passer dans le futur. Moi, je suis le plus mauvais futurologue du monde. Je ne le ferai même pas. Moi, une fois, j'étais dans une grande marque, j'avais fait une conférence, on m'avait dit alors comment vous voyez le futur. J'avais dit, mais si je le savais, je ne serais pas là.